retrouver aujourd'hui pour cette table ronde autour de la coalition cosmétique. Donc, je suis Élodie, responsable France Beauty Streams, et je suis aujourd'hui accompagnée sur cette table ronde Hélène Vilcos, qui est donc Product Sustainability Lead chez Chanel, ainsi que Arnaud Lancelot, directeur de We Don't Need Roads, ainsi que Laurane Dumas, directrice RSE chez La Rosée. Donc nous allons commencer cette table ronde par une rapide introduction de chacun avant de rentrer donc dans le vif du sujet sur cette toute nouvelle coalition. Hélène, vous souhaitez commencer ? Bonjour à tous. Donc moi je suis Hélène Vilcros, je suis en charge de la réflexion autour du produit durable chez Chanel Parfum Beauté. Ce qui inclut toute la réflexion évidemment en termes d'éco-conception sur ce que sont nos produits en termes de formules et de packaging, mais aussi pour aller au-delà, toute la réflexion autour de la façon de parler et de vendre nos produits et la relation que nous avons avec nos clients et nos clientes. Et voilà comment on les engage dans de nouveaux modes de consommation vers une économie plus circulaire. Bonjour à toutes et tous, Arnaud Lancelot, je suis directeur donc, chez We Don't Need Roads. We Don't Need Roads, on est un cabinet de conseil en stratégie de transformation environnementale. Et notre mission, c'est de transformer le business vers des organisations résilientes. Et sur ce chemin de la résilience, il y a un premier pas autour de l'adaptation et de la réduction. Et il y a les pas d'après, qui sont plus sur de la réinvention et plus spécifiquement sur la circularité. C'est ce dont je suis le directeur et ce dont nous allons parler aujourd'hui avec cette coalition. Et bonjour à tous, donc Laurane Dumas, directrice RSE chez La Rosée, donc une marque de cosmétiques distribuée en pharmacie. Moi, mon but en tant que directrice RSE chez La Rosée, c'est évidemment diminuer notre impact environnemental et voire même le but ultime de devenir une entreprise régénérative. Et pour cela, une grosse partie de mon job, c'est travailler sur le produit, parce que c'est le principal impact environnemental pour une entreprise comme la nôtre. Et pour cela, effectivement, il y a la partie packaging, et les sujets d'économie circulaire sont un grand sujet pour développer tout ça. Merci à tous. Alors, je tiens à mentionner qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur la slide, Katarzyna n'a pas pu être avec nous tout simplement parce qu'elle est malade. Mais nous allons donc commencer sur ce sujet de coalition avec d'abord une introduction finalement. En quoi ça consiste, cette coalition ? Quels sont ses intérêts et ses avantages environnementaux ? Oui, on va effectivement rapidement vous introduire ce qu'on a lancé il y a maintenant 9 mois. Si je peux avoir la petite zapette. Donc on a lancé cette coalition en novembre 2023 en regroupant 11 marques, bientôt 12 d'ailleurs, puisque donc c'est une coalition qui a vocation à fédérer un maximum d'acteurs de la cosmétique. Et il y a 2 verticales qui s'organisent sur cette coalition, l'une autour de on va dire 3, l'une autour de la pharmacie avec L'Oréal, la marque Vichy, Melvita, Pierre Fabre, La Rosée et SVR. Donc c'est une coalition qui va être déployée là dans des pharmacies, dans 3 pharmacies. Il y a une partie intégrée avec Yves Rocher et Aromazone qui ont leur propre magasin et qui vont déployer cette coalition dans leur propre magasin. Et enfin une verticale prestige avec donc Chanel, Estée Lauder, Clarins et L'Oréal Luxe, Lancôme. Quelle est l'ambition de cette coalition ? C'est d'être, à compter de septembre maintenant 2024, de proposer plus de 150 produits consignés aux consommateurs. Ces produits consignés seront distribués dans un peu plus de 50 points de vente, donc parfumerie, comme vous l'avez vu, magasins intégrés et pharmacie. Et l'idée, c'est que le client pourra rapporter son emballage vide. Il pourra être gratifié pour cela. Et cet emballage vide repartira sur un centre de lavage pour être lavé, séché. Et ensuite repartira sur le centre de conditionnement des producteurs pour avoir une seconde vie. Voilà l'ambition. En termes de... pour détailler un tout petit peu plus le flux logistique, si tu veux faire, Laurane. Oui, donc pour vous expliquer effectivement comment ça se passerait, la consigne dans ces points de vente. Donc le consommateur vient acheter de façon classique son produit dans le point de vente. Il va le rapporter ensuite et à ce moment-là, il va toucher un incentive financier pour l'inciter à revenir. À ce moment-là, le produit donc, va être stocké dans les différents points de vente.
Ces produits vides vont ensuite être collectés pour être envoyés vers un point de stockage, puis ils vont être lavés, donc envoyés chez un laveur, nettoyés. Ceux qui peuvent l'être vont être nettoyés, d'autres ne pourront pas l'être parce qu'ils seront trop abîmés et seront recyclés. Et ensuite, évidemment, le but, c'est que les emballages propres soient à nouveau reconditionnés et puissent être réintégrés dans le système classique. Et ainsi de suite pour de nombreux cycles de vie. Et pour finir la présentation ou l'introduction, avant d'aborder tes questions, on est opérationnel au sens où déjà les premiers lavages ont eu lieu, comme vous pouvez le voir ici. Donc il a fallu avoir un lavage spécifique à la cosmétique, bien sûr. Et aussi en magasin, puisque depuis la semaine dernière, les magasins Yves Rocher ont commencé à déployer l'initiative donc, de consigne. Et on sera dans les pharmacies et derrière les parfumeries dans les semaines, mois à venir. Voilà pour la petite introduction de cette superbe coalition et de cette ambition qu'on a sur les mois et années à venir. Merci beaucoup. Alors du coup, pour rebondir sur ce système, finalement, quels sont ses avantages et ses challenges aujourd'hui? Laurane, si vous pouvez nous en dire un peu plus. En fait, effectivement, se réunir tous en coalition, s'unir à différentes marques, c'est hyper intéressant pour des sujets d'économie circulaire. Parce que ça nous permet en fait d'accroître la visibilité de ce système de réemploi auprès des consommateurs. Ça permet d'embarquer plus facilement les différents acteurs de l'écosystème. Par exemple, pour ma verticale, les pharmaciens, on s'adresse à 20 000 pharmaciens, 20 000 acteurs indépendants. Et si on vient les voir chacun indépendamment, c'est compliqué de les embarquer avec nous. Alors que si on vient les voir en étant L'Oréal, Pierre Fabre, La Rosée, SVR et Melvita, ils ont envie de nous suivre et de faire l'effort de faire de la place pour ce système et donc eux aussi de devenir acteurs de la transition écologique. Et puis être à plusieurs également, ça nous permet plus facilement de lever des barrières techniques, de trouver peut-être plus facilement, de pouvoir développer plus facilement l'écosystème. On s'est rendu compte au début qu'on avait du mal à trouver des laveurs pour le secteur des cosmétiques parce que tout était un peu préempté par l'alimentaire et un laveur alimentaire ne peut pas forcément laver des produits cosmétiques, laver les barrières techniques, financières. Enfin voilà, ça a vraiment un impact plus fort d'y aller à plusieurs. Donc La Rosée se situe donc dans cette tranche pharmacie finalement. Hélène, pour vous, Chanel est plutôt dans la tranche donc prestige de cette coalition. Quels sont les avantages et les difficultés pour vous ? Alors, au-delà de ce que vient de dire Laurane, effectivement, l'avantage majeur d'une coalition, c'est de pouvoir réfléchir à plusieurs, parce qu'on est sur un sujet extrêmement complexe à mettre en place. Et donc, le fait d'être plusieurs entreprises avec chacun ses spécificités, son point de vue, ça nous permet vraiment d'avoir une réflexion très, très riche et d'être en mode discussion, contradiction, s'enrichir les uns les autres sur la réflexion autour de toutes les questions qui vont se poser au cours de cette démarche. Donc ça, c'est vraiment très important parce que plus on est nombreux et plus c'est intéressant de discuter. Il y a aussi le fait qu'on est effectivement accompagné de circulaires pour cette démarche-là et ça nous permet d'avoir un accompagnement de spécialistes en économie circulaire qui ont déjà mis en place des initiatives de ce type-là et donc de nous alimenter dans cette réflexion et de nous apporter effectivement des embryons de solutions qu'ensuite on va designer, nous, suivant ce qui nous intéresse de faire et nos propres choix pour ce groupe de travail. Et puis, effectivement, là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 3 verticales qui sont liées aussi à des produits qui peuvent être différents et des circuits de consommation différentes. Et donc, on s'enrichit les uns les autres. Il y a beaucoup d'allers-retours qui sont faits entre les verticales, entre les groupes de travail, des choses qui sont testées chez les uns, qui peuvent être ensuite implémentées chez les autres. Il y a eu un choix commun, effectivement, pour les solutions techniques, les solutions de lavage, et puis aussi sur les questions autour de la logistique. Donc, c'est vraiment la force du collectif, la force d'être aussi en discussion rapprochée avec nos distributeurs. Donc nous, dans la verticale Prestige, on est en discussion avec Sephora et Nocibé, qui nous apportent leur propre vision en fait de ce que peut être la consigne sous un angle vraiment orienté consommateur et distribution.
et du coup qui nous challenge, qui nous apportent leur point de vue et leurs propres contraintes dont nous, on n'a pas forcément conscience, en tout cas conscience au niveau des équipes développement durable, par exemple. On est parfois un peu loin de la distribution. Donc c'est très intéressant de pouvoir échanger avec eux et de comprendre quelles sont leurs contraintes de leur point de vue dans leur point de vente, des contraintes tout à fait, des fois, d'organisation, d'espace, de partage d'espace, et qui nous permettent de réfléchir à la solution la plus adaptée. Ok. Et donc du coup, dans cette coalition, il y a plusieurs enjeux que vont être donc les enjeux et objectifs environnementaux et réglementaires. Aujourd'hui, comment l'industrie cosmétique peut-elle rendre donc ce système de consigne à la fois économiquement viable, mais également respectueuse de ces objectifs-là? Arnaud, par exemple. C'est important de préciser que cette question est au cœur de la coalition. Elle est moteur, c'est ça qui fait qu'on l'a créée, c'est qu'on veut créer un modèle qui soit viable d'un point de vue économique et qui soit viable d'un point de vue environnemental. Avant d'aborder peut-être le réglementaire, sur ces deux pieds-là, côté environnemental, on a lancé pour chaque marque des analyses de cycle de vie, dont les résultats seront connus dans les semaines à venir. On a une analyse de cycle de vie générique qui nous indique que ça va dans la très très bonne direction. Mais donc on pourra affiner, mais évidemment, le cœur de notre ambition, c'est d'avoir une réduction de l'empreinte carbone, de l'eutrophisation des sols, de la consommation d'eau, etc., etc. Deuxièmement, sur l'aspect purement financier, on va aussi apprendre et on va aussi apprendre à se projeter. L'idée, c'est que le modèle soit viable, donc que le flacon lavé soit compétitif avec le flacon neuf. Et pour arriver à ça, il faut qu'on fasse nos petits calculs et qu'on se projette sur, OK, il faut ces volumes-là de flacons récupérés pour être compétitif avec le neuf. Donc ça, c'est les travaux qui sont en cours. Et donc l'ambition, à nouveau, c'est bien de réconcilier cet environnement et les enjeux environnementaux et les enjeux financiers. Ok. Et donc pendant notre brief précédent, ce rendez-vous, Laurane, donc là on vient de parler de la compétitivité du PAC. Vous nous parliez également de la compatibilité des PAC au niveau du respect de ces enjeux-là. Oui, il y a un défi également, ça va être de trouver les bons produits qui soient compatibles avec ce système. Donc effectivement, notre premier abord, quand on parle de consigne, on pense plutôt à des produits en verre. Mais on s'est aussi posé la question de différents produits en plastique et on va en tester certains chez La Rosée et puis je crois d'autres marques également. Et d'ailleurs, même plus tard, ça peut aussi poser la question parce que le fait de laver un pack en plastique, il y aura peut-être derrière des petites rayures. Est-ce que le consommateur sera prêt demain à acheter un pack en plastique qui a été lavé mais qui est plus nickel, mais enfin voilà, ce sera d'autres sujets. Et donc en effet, ce sera trouver les bons produits compatibles avec le projet et qui donnent envie aux consommateurs d'être rapportés. Enfin voilà, l'acceptabilité du consommateur. Est-ce que faut trouver les bons produits qui embarquent également le consommateur dans ce projet. Donc challenge au niveau de la communication également. Ah bah oui, énorme challenge. Ok. Et Hélène, donc considérant cette synergie en fait pour rendre ce projet possible au niveau de ces enjeux du coup économiques et environnementaux, qu'en est-il de votre côté ? En fait, pour être honnête, quand on se lance dans un projet comme ça, on ne sait pas justement comment faire pour rendre ce système-là économiquement viable et environnementalement intéressant. Donc en fait, la démarche, c'est justement d'y aller pour tester, pour justement avoir un cadre dans lequel on va se poser toutes les questions possibles. Et il y en a énormément. Et en fait, de tester des solutions pour voir comment on arrive à trouver cet équilibre-là qui va rendre le projet vraiment faisable. Donc c'est vrai qu'au début, on y va sans savoir quel est le potentiel d'un projet comme cela pour une marque comme la nôtre. Ça peut paraître, vu de l'extérieur, un peu surprenant. Même des fois, on a eu, nous, quelques discussions se disant, mais vraiment, est-ce que c'est adapté à ce qu'on veut faire ? Mais notre point de vue, c'est de dire, en fait, on se doit de le tester. On doit vraiment chercher des solutions dans plusieurs directions, même celles qui paraissent à première vue pas forcément évidentes.
et que cette coalition, elle est vraiment là à point nommé pour nous permettre de le faire. Et c'est un engagement fort de notre part de dire oui, on y va, on teste, et puis on verra bien ce qu'on arrive à mettre en place. Et on espère qu'on va réussir à trouver justement des leviers pour rendre ça viable d'un point de vue global. Alors justement, du coup, tester, donc quels ont été les défis que vous avez rencontrés sur justement ce projet pilote qui est aujourd'hui en cours concernant cette consigne? Alors, il y en a beaucoup, hein, justement. Et c'est ça qui est le premier enseignement, c'est que ça pose énormément de questions. Donc, on a un petit peu parlé de toutes les questions très techniques. Quel pack, quel matériau, qu'est-ce qu'on choisit, quel est le packaging, enfin le produit le plus adapté pour réussir à faire que ça fonctionne. Ça, c'est un aspect finalement l'aspect technique de conception des produits, c'est quelque chose qu'on maîtrise relativement bien. Donc, on est des techniciens, on est des industriels, on va sans doute trouver des solutions. Après, ça pose plein d'autres questions sur des sujets plus complexes qui sont l'engagement du consommateur. Comment on en parle à notre consommateur, comment on travaille ensemble, comment on présente une nouvelle offre. Comment on fait que on va avoir l'adhésion du consommateur à un geste qui est nouveau et qui va demander de changer ses habitudes. Donc voilà, ça c'est pour moi un très grand défi et un des enjeux de cette coalition de répondre à ces questions-là. Et au-delà de ça, comment peut-on rendre cette démarche désirable et effectivement proposer quelque chose de nouveau pour le futur. Ok. Et Laurane, au niveau du coup plus technique sur les challenges qu'a présenté ce projet pilote, du coup il y a aussi toute la question donc du refill, des collectes également en elles-mêmes, qui ont été un défi à mettre en place. Oui, exactement. Déjà, effectivement, donc, comme le disait Hélène, on a intégré effectivement vous les intégrez et nous, quelques pharmaciens dans nos réunions. Déjà, effectivement, trouver avec le pharmacien comment collecter, stocker, enfin tout ça, c'est déjà un énorme sujet. Comment le mettre en avant, effectivement, au sein de la pharmacie. On se pose la question, est-ce qu'on met tous les produits consignables au même endroit, enfin voilà, et on avait des pharmacies effectivement au début qui étaient hyper motivées, puis qui petit à petit ont commencé à baisser les bras. On sent que c'est compliqué d'embarquer tout le monde parce qu'en fait on expérimente, on teste, on voit pas exactement, on n'y voit pas très clair, donc c'est encore beaucoup de questions. L'expérimentation de côté des pharmacies, elle n'a pas encore démarré, elle démarrera mi-octobre. Donc on y verra plus clair. Je pense que de nombreuses pharmacies aussi vont se porter candidates ensuite quand elles verront le démarrage de l'expérimentation. Mais oui, il y a encore beaucoup de sujets techniques à craquer. On en est encore au tout début. Ouais, je rajoute peut-être le lavage, quand même un gros. Il faut imaginer que c'est une étape industrielle, à proprement parler, qui n'est pas du tout appréhendée pour l'instant par l'industrie, mais pas du tout, parce que c'est à proprement parler nouveau. Donc il n'y a pas de process, il n'y a pas de protocole. Donc il y a un travail qu'on doit faire et qui n'est pas simple, de recenser les 11 protocoles qualité des 11 marques et puis de faire converger tout ça, sachant que ces protocoles qualité ne sont pas du tout faits pour le lavage et pour les contrôles microbiaux et esthétiques post-lavage. Donc ça illustre bien la complexité de l'exercice qui est véritablement innovant. Et je me permets juste de rajouter, et une fois que tout ça sera lavé, après c'est effectivement remettre sur les lignes de production ces packaging. Là aussi c'est encore un gros morceau, mais voilà, on va craquer également, on y croit. Alors du coup, justement sur ce réemploi, Arnaud, il y a une loi à ce sujet-là, du niveau réglementaire. Oui, et cette loi, elle est importante, elle a servi d'étincelle, on va dire. C'est la loi AGEC, en France, qui a pas mal inspiré la loi PPWR. Pourquoi est-ce qu'elle est importante ? Parce que, d'ailleurs, elle est à l'origine de cette aventure. En janvier 2023, donc il y a 1 an et demi, commence justement ce sujet de la loi AGEC sur le réemploi, où les marques sont obligées de faire du réemploi de leurs emballages.
pas toutes selon la taille, etc. Mais d'ici 2027, toutes les marques qui mettent des emballages en marché doivent faire du réemploi pour 10% de leurs emballages. Donc je pose la question en janvier 2023 à toutes les marques que je connais, comment est-ce qu'elles s'y prennent, et grosso modo, c'est je ne sais pas trop. Je dis, mais la consigne, c'est vachement bien. Bah oui, mais je ne sais pas par quel bout le prendre et comment faire, et c'est trop risqué. Et bah, faisons-le ensemble, et on dérisquera les investissements, le risque opérationnel, etc., etc. Et ça a marché. Mais voilà, il y a eu besoin de cette étincelle. Elle n'aurait pas suffi, évidemment. Mais bon, Laurent et Hélène sont absolument convaincus quand je les appelle qu'il faut le faire. Après, il y a d'autres gens à convaincre dans les entreprises. Et la loi, clairement, nous aide à faire avancer les organisations. Et puis après, une fois que l'étincelle est là, à nous de faire flamber le feu, quoi. C'est un système du coup qui marche déjà dans certaines industries aussi, par exemple l'alimentaire. Est-ce qu'il y a des initiatives, des protocoles desquels vous vous êtes inspiré sur cette coalition ? Complètement, au sens où c'est très important de se raccrocher à ce qui existe pour s'inspirer, que ce soit pour communiquer aux consommateurs, pour faire de la reverse logistique, donc récupérer les flacons, etc., etc. Pour autant, ce n'était pas parfaitement approprié, parce que vraiment, ça n'existe pas pour la cosmétique, mondialement parlant. Donc on s'est effectivement beaucoup inspiré de l'agroalimentaire. Ça a ses limites, ce n'est pas du tout la cosmétique. Pour autant, il y a quand même des choses qu'on est allé chercher. Il y a des acteurs très très inspirants, en France notamment, comme Le Fourgon, qui fait de la consigne avec livraison à domicile, comme Loop, qui est au sein des Carrefour et qui propose toute une variété de produits consignés. Donc pareil, sur le système d'incitation du consommateur, de comment ça fonctionne en caisse, affichage de la publicité sur le lieu de vente, etc., etc. Tout ça, c'est des inspirations très importantes. Et je vais finir par un dernier point qui est, pareil, extrêmement important. Porté par Citeo, il y a le projet Reuse qui va se mettre en action, en mouvement fin de l'année, début d'année prochaine, début 2025. Reuse, c'est quoi ? C'est 4 grandes régions de France, nord-ouest, où il y aura plusieurs centaines d'hypermarchés qui seront équipés justement de ces systèmes de consigne avec tout un tas de marques qui joueront le jeu de la consigne. Donc il y aura une expérimentation à échelle un quart de nationale. Et clairement, on va regarder ça de très très près parce que déjà, on en apprendra certainement beaucoup de choses. Et ensuite, moi j'espère que ça va contribuer à banaliser le geste de la consigne pour le consommateur. S'il banalise ça pour ses biens de grande consommation alimentaire, il pourra très bien le faire pour la cosmétique. Ok. Alors du coup, Arnaud, je reste avec vous pour cette question où du coup, on peut se demander comment on va aller engager le consommateur sur ce nouveau système. Alors là, effectivement, beaucoup d'actions se jouent sur les points de vente. Donc, normalement, c'était Katarzyna qui devait présenter, mais je vais le faire à sa place, puisqu'on est évidemment très impliqué dans ce sujet-là. Il y a plusieurs piliers pour bien embarquer le consommateur. Le premier et probablement le plus important, c'est que le pharmacien ou la beauty assistant ou le responsable chez Yves Rocher soit parfaitement formé, embarqué, motivé pour pousser l'initiative. Pour avoir travaillé sur d'autres initiatives circulaires par le passé dans mes autres vies, j'ai déjà vu une pharmacie où le pharmacien n'en a rien à faire et une pharmacie où le pharmacien est à fond. C'est simple, c'est noir et blanc. Il n'y a pas un blanc et noir plus exactement. Donc c'est extrêmement important et que ces BA, ces pharmaciens sachent accompagner le consommateur qui va être dans un nouveau geste de consommation. Même si ce n'est pas très compliqué, il faut qu'il soit bien formé et qu'il soit motivé. Deuxième aspect, évidemment, la publicité sur le lieu de vente. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on a beaucoup travaillé dessus avec différents éléments de langage. Comment parler aux consommateurs ? Est-ce qu'on utilise réemploi ? Est-ce qu'on utilise consigne ? Est-ce qu'on utilise réutilisation ? Les questions qui peuvent se poser sont infinies. Donc, il y a un vrai rôle à l'embarquer aussi avec le texte, avec le mailing sur les CRM des retailers. Et le dernier point, probablement le plus important, c'est vraiment la gratification. On considère qu'il faut gratifier le geste du retour. Si le consommateur fait un geste et rapporte son flacon vide, il faut qu'il soit rémunéré pour ça. Donc on a utilisé différents schémas selon les verticales. On verra d'ailleurs lesquels seront les plus porteurs. C'est un retour d'expérience aussi. À gauche, plutôt à droite, des points de fidélité dans les parfumeries. À gauche, plutôt des euros. C'est-à-dire que le consommateur récupère 1 ou 2 euros s'il rapporte son pot en pharmacie. Mais ça, c'est extrêmement important. On sait, là, pour le coup, en s'appuyant sur l'alimentaire,
que ces incentives financiers sont très, très, très importants pour motiver le consommateur. D'accord, et donc une fois que tout ça est mis en place, Laurane par exemple, de quelle façon selon vous le succès peut-il être mesuré ? Évidemment, ça va être en fonction déjà on va quantifier le nombre de flacons qui seront rapportés. Évidemment, on ne sait pas forcément fixer d'objectifs chiffrés à date, mais ça va être un des critères que l'on va regarder. On va sûrement aussi on va interroger les consommateurs sur les points de vente, en fait, missionner des personnes qui vont questionner leur motivation, leur compréhension du parcours client, échanger avec les pharmaciens. Mais oui, en tout cas, on a besoin d'un minimum de volume pour que l'expérience ait un intérêt environnemental dans un premier temps et financier également. Je réfléchissais, mais effectivement, le parcours consommateur, sûrement, on va devoir revoir des choses en cours d'expérimentation. On va apprendre au fur et à mesure que les mois vont passer et qui nous permettra d'affiner tout cela. Ok. Et Hélène, selon vous, comment donc le succès de ce projet commun peut-il être mesuré ? Alors, il va y avoir un sujet aussi, impact environnemental. Donc ça, on le disait tout à l'heure, on va faire des analyses de cycle de vie pour essayer de le mesurer, le quantifier. Et effectivement, pour nous, cette démarche a un intérêt si on arrive à quantifier un impact environnemental, enfin un gain en tout cas environnemental dans le système qui est proposé. C'est un premier point. Le deuxième, effectivement, je rejoins Laurane sur tout ce qui est... on est très attentif à la façon dont nos clientes et clients vont réagir. Le retour des produits en magasin, ça c'est un point clé. Comment on va susciter une certaine adhésion à cette démarche, parce que ça c'est vraiment un point qui n'est pas du tout évident. Et puis, moi j'aurais tendance à dire aussi attention, parce qu'on sait que tous ces changements d'habitude sont très complexes et peuvent mettre longtemps à se mettre en place. Là, on est sur une coalition qui va avoir une durée de vie. Ça faisait pas un peu partie du point de départ de dire on s'engage pour une année, un peu plus d'une année. Il va falloir qu'on fasse attention à ne pas tirer non plus des enseignements trop rapides. Parce qu'on se doute bien que ce genre de système, ça va mettre un certain temps à prendre. Donc là, on apprend en permanence, on va vraiment servir de cette expérimentation pour apprendre un maximum. Puis après, on verra comment on décide de continuer. Donc c'est tout ça qui est important. Moi je pense qu'on a vraiment, on voit dans les études qu'il y a une forte attente de nos consommateurs pour la mise en place de façons de consommer plus responsables. Donc on se doit vraiment de tester, de leur proposer quelque chose pour les années futures. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire là. Ok. Et enfin Arnaud, selon vous, comment ce succès peut-il être mesuré ? On a parlé enthousiasme, adhésion du consommateur. On a parlé aussi donc effectivement tous les aspects environnementaux, Je pense qu'il y a aussi, en fait, on a défini au départ 4 critères qui sont plus ou moins pondérés par chaque marque, mais il y a aussi les enjeux financiers, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi les enjeux opérationnels à proprement parler. Est-ce que le lavage va bien fonctionner ? Est-ce que mes packs existants sont aptes au réemploi ou est-ce qu'il va falloir que je les adapte ? Est-ce que mes pots sont bien remontés sur le centre régional et après ont bien été triés vers le laveur ? Tous ces éléments-là, qui sont à nouveau des nouveaux éléments de chaîne de valeur qu'on n'a pas l'habitude de déployer. Donc ça ne va pas être artisanal, mais bon, on a quand même encore une courbe d'expérience à descendre. Donc tout ça, il va falloir le regarder de près et mesurer et quantifier la réussite de chaque item. Ok, donc oui, gérer un peu la faisabilité, évaluer la faisabilité de tout ça. Très bien, eh bien merci beaucoup pour cette excellente table ronde. Il nous reste un quart d'heure du coup pour toutes vos questions, s'il y a des questions dans le public. Bonjour, c'est formidable de partir dans un nouveau territoire, on va dire, et regarder tous les problèmes, et il y en a suffisamment pour s'occuper un certain nombre de temps. Allez-vous publier vos résultats ?
on n'a pas le choix. Alors moi, je vais parler pour moi et après, moi, je suis ravi qu'on soit effectivement en mode open source et qu'on puisse partager les résultats. Le but, c'est de construire une solution de filière, voire même que ça alimente d'autres filières idéalement, pour qu'on puisse se projeter et que n'importe quel metteur en marché puisse se projeter sur cette organisation. Maintenant, d'un point de vue très prosaïque, on est financé sur cette coalition par Citeo et l'une des conditions, c'est que les résultats soient publics derrière, effectivement. Alors bonjour, merci, c'est très intéressant. Alors justement, à propos de résultats, moi je suis curieuse pour avoir des données un peu plus chiffrées, par exemple justement en termes de coûts et ou d'économie d'un produit consigné, réutilisé. Quelles sont les économies réalisées, combien ça coûte, est-ce que vous avez déjà ou même des ordres de grandeur, enfin je suis curieuse. Et j'ai une deuxième question, à savoir dans les packaging, dans les produits, est-ce qu'il y a des formats qui sont facilement consignables, réutilisables, ou au contraire, est-ce qu'il y aura des restrictions? Par exemple, je me demande, voilà, les glosses, comment est-ce que vous allez faire? Enfin, j'ai du mal à imaginer ça. Enfin, voilà quoi. Les deux questions. Merci. Je commence sur la finance, si vous voulez continuer. Ok, ça marche. Sur la partie financière, ça reste pour l'instant très flou parce qu'il y a des gros enjeux de volume. C'est par batch. Pour l'instant, en plus, c'est des petites machines de lavage. Je crois qu'on doit être aux alentours de 50 centimes par unité, mais ça va dépendre très fortement de la taille du pack, etc. Et à nouveau, sur des petits batchs. L'ambition, c'est de drastiquement descendre, de diviser par 5 dans les années à venir. Ça, c'est uniquement le lavage. Et pareil, d'ailleurs, on n'a pas encore calculé, mais la partie retour, c'est-à-dire collecter les emballages et les faire remonter sur le centre de lavage, est aussi à intégrer dans le coût. Ça sera plus faible que le coût de lavage, mais c'est aussi intégré. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de... Malheureusement, pour l'instant, c'est un peu short, mais bon, on publiera les résultats et surtout comment on se projette avec les volumes. Et moi, je me permets juste d'ajouter que, en tout cas, chez La Rosée, le but, c'est pas de faire des économies sur ce projet de consigne. C'est effectivement que ce soit $1 d'un point de vue financier. Il faut que, effectivement, donc le consommateur s'y retrouve, touche sa rémunération, mais on ne compte pas forcément faire des économies là-dessus. C'est juste voilà, réussir à ce que ça rentre dans notre modèle financier. Mais on le fait vraiment à la base c'est pour l'objectif environnemental à 100%. Et sur la question du choix des produits, donc c'est une excellente question puisque en fait ça a été une des premières qu'il a fallu se poser, c'est-à-dire sur quoi on teste, hein, puisque c'est effectivement sur certains produits et pas sur tout. Et il y a eu des discussions autour de ça, des choix qui ont été faits. Donc nous, dans le cadre de Chanel, alors nous dans notre verticale, on est sur le soin en fait, hein, c'est ça, on est uniquement sur le soin. Et on a choisi de tester des packagings qui sont en verre. Donc effectivement, il y avait plutôt peut-être des packagings en plastique chez La Rosée. Nous, on a choisi du verre parce que justement, par rapport à tout ce qui est cahier des charges qualité et résistance au lavage, on était plus confiant sur le verre. Et puis chez nous, le verre est un matériau qui est très utilisé pour nos packagings. Après, il y avait une réflexion sur la facilité de lavage. Donc effectivement, on a privilégié plutôt des pots avec une large ouverture que des flacons ou des packagings qui auraient une ouverture plus étroite. Donc c'est un peu ça les drivers du choix, hein. Donc c'était la résistance des matériaux, la résistance des décors et le côté ouverture, facilité d'accès, facilité de lavage pour maximiser en fait les chances de succès. Et après il y a un autre aspect qui vient aussi derrière, c'est aussi qu'est-ce qu'on vend le plus, combien on en vend par point de vente, si on fait ça dans certains points de vente, c'est quoi le volume potentiel qui va être touché concerné par cette offre. Et donc il faut aussi choisir des produits qui ont une certaine, qui sont relativement bien diffusés. On avait défini des zones finalement avec nos distributeurs, on a défini des zones géographiques d'expérimentation, donc forcément un nombre de points de vente limité. Donc il faut aussi avoir cette réflexion-là pour avoir le plus de chances possible de couvrir un volume intéressant. Ça en fait des questions qu'on se pose, hein.
Et oui, tu as raison, effectivement, Hélène, les rotations, c'était hyper important. On doit choisir des produits à forte rotation qui sont régulièrement rachetés parce que sinon, effectivement, le consommateur va oublier s'il a acheté il y a 9 mois son produit qu'il peut le rapporter. Et concernant le choix des packs, en effet, je pense que chez nous, aujourd'hui, donc on va tester nos sérums chez La Rosée qui sont en verre. Mais je pense que les packs ne sont pas du tout adaptés. Mais justement, en fait, cette expérimentation, c'est l'occasion de vérifier cela et d'apprendre voilà, comment on devra faire évoluer nos packs à l'avenir pour qu'ils soient justement compatibles avec la consigne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour et merci pour ces éléments très inspirants. Vous avez évoqué la gratification du consommateur et notamment une gratification en numéraire, il me semble. Quelles sont les autres idées qui vous sont venues à l'esprit et les idées les plus folles qui pourraient m'intéresser ? Sans se poser de limites, si tout était possible, comment vous penseriez gratifier les consommateurs pour inciter à la collecte ? Donc en fait, par exemple, on n'a pas fait le même choix justement entre les deux verticales. Parce que justement ça a été une question et donc sur la verticale prestige on n'a pas de gratification en numéraire mais en point de fidélité par rapport au programme de fidélité du distributeur. Donc aujourd'hui ce qui est proposé c'est justement ça passe via le distributeur qui propose voilà des points de fidélité supplémentaires par rapport à l'acte de rapporter son packaging vide sur son point de vente quand il aura fini son produit. Donc c'était les deux options, effectivement, sachant que la consigne officiellement, c'est censé avoir un aspect justement financier. Donc nous, on s'est un peu écarté de la définition de la consigne par rapport à ça. Et qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce qu'on a imaginé d'autre ? On n'a pas trop trouvé d'autres solutions, hein, pour être honnête. Ça s'est un peu arrêté rapidement, la réflexion. Mais on ne s'est pas vraiment prêté à cet exercice. Dans la salle, il n'y a que des agents économiques. Donc si, on a quand même eu un curseur poussé fort dès le départ, d'ailleurs, de notre part, pour voir jusqu'où les marques étaient prêtes à aller. C'était de dire, le client rapporte, il a moins 25% sur son prochain produit. Bon, ça a été retoqué parce que, à nouveau, question de modèle économique, ça passe pas. Donc on s'est pas amusé à... Et puis au-delà de la question de modèle économique, c'est qu'en fait, ça réduit trop la valeur de la formule, enfin, du produit en tant que tel. Voilà, on donne trop d'importance au pack, là. Et transformer les emballages en objets, éventuellement, qui seraient remis du coup au consommateur ? En fait, c'est quelque chose qu'on évoque, mais on se dit ça n'a pas assez de potentiel, en fait. Parce qu'on va le faire une fois, 2 fois, mais après, on fait quoi ? Enfin, voilà. Enfin, je ne sais pas à quoi vous pensez exactement quand vous dites ça, mais faire un autre usage, donc transformer un produit pour un deuxième usage, oui, ça existe, hein, oui, c'est possible, mais ça nous semble relativement limité en termes de potentiel. Voilà. Donc, ça sera toujours au libre arbitre du consommateur de le faire. Et nous, on sait chez Chanel, par exemple, que certains de nos objets sont effectivement détournés. Enfin, certains de nos packaging peuvent être détournés pour d'autres utilisations. Mais il n'y a pas forcément un potentiel viable à long terme sur ce genre de solution. Je n'avais pas dit d'arrêter, ouais, merci. Oui, on a une autre question tout devant. Thank you. That's really interesting. I was just wondering with the packaging that you're reusing, and you mentioned glass already, but would it just be the pot, or what about packaging that exists of different components like a pump or a lid? What should we think about when you clean? Like, is it mainly the receptacle, or is it also all the technical bits? It's going to be collected, but recycled, not cleaned and reused. Unfortunately, right now, on the pumps and other accessories, we don't have any capability to clean it. Yeah. Thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui.
Bonjour, je me posais la question de l'étendue géographique. J'ai vu par exemple que Aromazone va tester sur un de ses magasins à Nice. J'imagine que beaucoup seront plutôt sur Paris. Ça veut dire que vous avez déjà trouvé et mis en place des solutions de lavage sur plusieurs points en France, ou comment vous faites pour le moment en tout cas, en attendant que la filière se peut-être développe à l'avenir? C'est une question hyper intéressante parce qu'on a eu des débats sur le sujet géographique. Alors, factuellement, on atterrit sur beaucoup Île-de-France et Nord. Et effectivement, quelques autres géographies comme Cholet, Nice, etc. Au départ, on s'était plutôt dit, OK, on groupe tout ça sur une seule géographie, tout le monde. Comme ça, le laveur, les points de distribution, etc. Comme ça, on a la meilleure analyse de cycle de vie possible. Et finalement, on a mis ça, on regarde, ouais, mais on aimerait tester d'autres typologies de consommateurs dans d'autres villes, etc. Et on pense que c'est plus important que d'avoir la meilleure analyse de cycle de vie. Parce que si la distance au laveur, par exemple, est importante, on saura très facilement le corriger plus tard. Donc, on a choisi le laveur le plus approprié d'un point de vue technique, qui sache le mieux laver nos emballages cosmétiques, mais qui de fait est à Toulouse, et donc on n'optimise pas du tout la distance. Pour autant, effectivement, si on se projette, il faudra régionaliser et qu'on ait un laveur, 5-6 laveurs en France, quoi. C'est pas tout de suite. Alors, il nous reste 4 minutes avant la fin de cette table ronde. Ah, j'avais pas vu, j'avais demandé s'il y a une autre question, mais... Plus vite. Ok. Dans les 3 millions de questions qu'il doit y avoir sur tous les sujets, ça doit être épouvantable. Mais extrêmement intéressant, bravo de vous lancer là-dedans. Est-ce qu'une des voies pourrait être d'avoir le même emballage pour tout le monde et ça simplifierait grandement la logistique de tout le monde, de collecte, de lavage, de redistribution, etc. Et donc, est-ce qu'on va vers peut-être, et pourquoi pas, un appauvrissement de la créativité? Et pourtant, on a des bouteilles de vin où il y a différents types de vins à l'intérieur qui peuvent valoir très peu cher et très très cher, et pourtant c'est à peu près la même bouteille d'apparence. Et donc, est-ce qu'on pourrait aller vers ça, vers la cosmétique ? C'est une question qu'on se pose aussi. Je ne sais pas si on aura la même réponse avec Hélène. En tout cas, effectivement, oui, on se pose cette question. Je pense que ce n'est pas à très court terme, mais peut-être à moyen terme, uniformiser des packs. Quand tout à l'heure, je disais on va prendre sur nos flacons, il faudra des épaules sûrement plus larges, un col plus large. La Rosée, on fait partie aussi d'un autre projet de vente en vrac. Et là, avec d'autres marques, on s'est effacé derrière un flacon en verre commun. Il y a juste l'étiquette après du produit qui nous différencie. Mais si pour des raisons environnementales, on doit aller là-dessus, on sait qu'on va vraiment se poser la question et avancer. Après, j'imagine que chaque acteur a ses problématiques, mais oui, c'est une question qui se pose vraiment. Alors, donc c'est une question très intéressante. Merci de l'avoir posée. Donc, c'est très intéressant parce que évidemment qu'on se la pose dans le sens où on imagine bien la question. Enfin, évidemment que ça se pose. Et évidemment qu'intuitivement, on sent bien que ça faciliterait les choses, évidemment. Donc, pour une maison comme Chanel, c'est pas d'actualité, puisque en fait, justement, tout à l'heure, on parlait des avantages, des inconvénients de la coalition. Je n'ai pas dû le dire, mais c'est vrai qu'une des difficultés, c'est d'arriver à travailler. Enfin, on travaille ensemble très bien, mais il faut que chacun garde ses spécificités de marque. Et sur des marques comme celles qui sont engagées sur le prestige, évidemment, que le design, l'identité de la marque passe beaucoup par le packaging. Donc c'est vraiment une question critique. Donc aujourd'hui, on ne se la pose pas, entre guillemets, concrètement, c'est-à-dire que ce n'est pas un axe de travail. Voilà. Après, on ne sait pas vraiment où on va aller dans 10 ans, où est-ce qu'on en sera et quelles sont vraiment les solutions qu'il faudra mettre en place à ce moment-là. Donc, on démarre un bout du chemin en se disant que notre objectif, c'est d'utiliser nos packaging, nos produits et vraiment de garder chacun notre identité et nos spécificités. Et donc, ça passe aussi par, comme je disais tout à l'heure, choisir les produits qui nous semblent les plus adaptés de ce point de vue-là pour maximiser nos chances de réussite. Voilà, donc on en est là aujourd'hui de la réflexion, mais évidemment qu'on sent
Enfin voilà, on a cette question un peu derrière la tête, quoi. Mais c'est pas du tout d'actualité pour nous, effectivement. Alors, On verra dans 10 ans. est-ce qu'il y a une dernière question? Peut-être qu'on va... Ah, allez, la dernière. Est-ce que ça a une conséquence, j'imagine, sur la question des étiquettes d'un point de vue technique? Est-ce qu'il va falloir peut-être adapter pour avoir des étiquettes, par exemple, plus facilement décollables, etc. Est-ce que ça va impacter, aussi bien en matière que peut-être design aussi, le futur des étiquettes sur les emballages? En fait, moi, je crois qu'on n'a pas d'étiquette, en fait, nous, sur nos produits, parce qu'on a donc on a choisi des produits plutôt en verre avec des décors qui ne sont pas des étiquettes. Voilà, donc nous, on n'a pas ce point-là. Mais ça pose d'autres problèmes puisque le numéro de lot est sérigraphié et donc quand on lave, après, il faut changer le numéro de lot. Et on ne sait pas trop comment faire. Et toi, tu veux que je réponde? J'ai pas d'étiquette non plus, mais oui, en tout cas, quand moi je parle d'apprentissage sur les packs, ça concerne également les étiquettes, clairement. Oui, ceux qui ont des étiquettes et qui ne sont pas sérieux. Alors même si c'est du laquage ou quoi, de toute manière, il faudra s'assurer que ça ne se dégrade pas. Mais ceux qui ont des étiquettes, il faudra vérifier qu'effectivement ça parte bien, y compris l'adhésif. Et sinon, il faudra changer effectivement d'étiquette et de colle, quoi. Donc ça fait partie des adaptations possibles de certains sur leur pack pour qu'ils deviennent réemployables, tout à fait. Ok, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette session. Merci à tous pour votre présence. Merci Hélène, merci Arnaud, merci Laurane pour vos insights, c'est très précieux. On a tous appris beaucoup sur la consigne aujourd'hui. Et n'hésitez pas du coup à venir s'il y a plus de questions. Et voilà, très bon salon à tous. Merci.